Guerre Iran, Trump bloqué, le ciel fermé par l'Arabie saoudite et les Émirats. Il y a des moments où le monde change sans bruit. Pas par une déclaration spectaculaire, pas par une explosion visible, mais par une série de gestes discrets, presque administratifs, qui modifient soudainement ce qui était considéré comme acquis. Ces derniers jours, quelque chose de ce type est en train de se produire. Un mouvement lent, mais profond. Un déplacement qui ne concerne pas seulement une région du monde, mais la manière dont les puissances interagissent entre elles lorsqu'une confrontation devient possible. À première vue, rien ne semble inhabituel. Les discours se succèdent, les avertissements aussi. Les mots dissuasion, sécurité, ligne rouge circulent comme ils l'ont toujours fait dans les périodes de tension internationale. Et pourtant, derrière ces mots familiers, un détail retient l'attention. Un détail qui ne fait pas de bruit, mais qui change l'équilibre. Un détail qui ne concerne pas directement une attaque, ni même une menace explicite, mais quelque chose de plus fondamental, l'accès. L'accès aux routes, l'accès aux corridors, l'accès à ce qui permet concrètement à une puissance de projeter sa volonté au-delà de ses frontières. Dans les relations internationales, il existe une règle tacite. Quand la situation devient critique, les décisions les plus sensibles se prennent loin des caméras. On négocie en coulisses, on ajuste en silence, on évite les refus publics car ils laissent des traces. Or, aujourd'hui, ce silence commence à se fissurer. Certains gestes ne sont plus cachés, ils sont assumés, presque affichés. Ce n'est pas encore une rupture ouverte. Ce n'est pas non plus une déclaration d'hostilité. C'est autre chose, un signal, un message adressé à plusieurs destinataires à la fois. Et ce message pose une question simple, mais lourde de conséquences. Que se passe-t-il lorsque, au moment même où une confrontation est évoquée, ceux qui servaient traditionnellement de relais commencent à se retirer? Que signifie le fait de fermer des passages, non pas par peur, mais par choix stratégique? Ce qui est en jeu ici dépasse largement un face-à-face entre deux États. Il s'agit de la manière dont le monde réagit à l'incertitude, de la manière dont les partenaires évaluent le risque, et peut-être, plus profondément, de la manière dont la confiance circule ou cesse de circuler entre les grandes capitales. Avant même de parler d'une guerre, une autre dynamique est déjà à l'œuvre. Une dynamique plus silencieuse, mais souvent plus décisive. Celle où l'on ne dit pas encore non à voix haute, mais où l'on commence à fermer des portes. La question n'est donc pas seulement de savoir ce qui pourrait arriver. La question est de comprendre ce qui est déjà en train de se produire, presque hors champ. Et surtout, pourquoi ce mouvement précis mérite d'être observé avec attention dès maintenant. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut replacer cette séquence dans un environnement plus large, déjà fragilisé depuis plusieurs mois. Le Moyen-Orient traverse une phase de tension diffuse, sans ligne de front clairement définie, mais avec une accumulation de foyers instables. Les équilibres régionaux reposent sur des arrangements fragiles, souvent tacites, où la dissuasion, la médiation indirecte et les signaux symboliques jouent un rôle central. Dans ce contexte, Iran occupe une position particulière, à la fois acteur régional majeur et point de friction récurrent avec les puissances occidentales. Le pays est régulièrement placé au cœur de scénarios de confrontation potentielle. Les discussions autour de son programme stratégique, de sa posture militaire et de ses alliances régionales alimentent une tension quasi permanente, même en l'absence d'événements déclencheurs immédiats. Face à l'Iran, les États-Unis maintiennent depuis longtemps une posture oscillant entre pression, dissuasion et tentative de négociation indirecte. Cette posture repose non seulement sur des capacités militaires propres, mais aussi sur un réseau d'alliances régionales qui, historiquement, ont permis à Washington de projeter rapidement sa puissance dans la zone. Parmi ses partenaires, Arabie saoudite et les Émirats arabes unis occupent une place stratégique. Leur position géographique, leurs infrastructures et leur rôle diplomatique en font des acteurs clés dans tout scénario de tension ou de désescalade. Pendant des années, leur coopération avec les États-Unis a été considérée comme un élément relativement stable de l'architecture sécuritaire régionale. Mais cette stabilité apparente s'inscrit aujourd'hui dans un contexte plus complexe. Depuis quelque temps,
Plusieurs États de la région cherchent à diversifier leurs relations, à réduire leur exposition aux confrontations directes et à préserver leurs intérêts économiques et sécuritaires dans un environnement mondial devenu plus imprévisible. Parallèlement, le système international lui-même connaît une phase de recomposition. Les grandes puissances ajustent leurs priorités, les alliances traditionnelles sont testées et les partenaires dits secondaires adoptent des stratégies plus autonomes. Dans ce climat, chaque décision, même technique en apparence, est scrutée comme un indicateur de changement plus profond. C'est précisément pour cette raison que la situation actuelle attire l'attention. Non pas parce qu'un conflit est officiellement déclaré, mais parce que plusieurs éléments convergent au même moment. Des discours plus fermes, des signaux de prudence inhabituels et surtout une redéfinition progressive de ce que chaque acteur est prêt ou non à assumer publiquement. À ce stade, il ne s'agit encore que d'un cadre général. Une toile de fond faite de tensions accumulées, de calculs stratégiques et de marges de manœuvre réduites. Mais ce cadre est indispensable pour comprendre pourquoi certains gestes récents, qui pourraient sembler techniques ou secondaires, prennent soudain une portée beaucoup plus large. Car c'est dans ce contexte précis que survient l'événement central, celui qui transforme un climat de tension latent en une séquence observée de près par l'ensemble des chancelleries. Au cours des derniers jours, plusieurs déclarations officielles et prises de position publiques ont marqué une évolution notable dans la séquence actuelle. Du côté américain, Donald Trump a évoqué à plusieurs reprises la possibilité d'une action militaire contre l'Iran. Ces déclarations s'inscrivent dans un discours de fermeté déjà connu, mettant en avant la nécessité de dissuasion et la capacité des États-Unis à agir rapidement si certaines lignes étaient franchies. Ces propos ont immédiatement attiré l'attention des partenaires régionaux de Washington, en particulier dans le Golfe. Peu après, des signaux officiels ont été envoyés par Arabie saoudite. Selon des informations rendues publiques par plusieurs sources diplomatiques, Riyad a fait savoir qu'il ne souhaitait pas que son territoire ou son espace aérien soit utilisé dans le cadre d'une éventuelle opération militaire contre l'Iran. Dans le même temps, les Émirats arabes unis ont publié une position comparable. Les autorités émiraties ont indiqué qu'elles ne permettraient pas l'utilisation de leur espace aérien, de leur territoire ou de leurs eaux territoriales pour des actions militaires dirigées contre l'Iran. Cette déclaration a été formulée de manière explicite et relayée par plusieurs agences de presse internationales. Ces prises de position ont été exprimées publiquement, sans ambiguïté et dans un délai rapproché. Elles ne se sont pas accompagnées d'annonces de rupture diplomatique ni de condamnations ouvertes des États-Unis. Elles se sont limitées à un refus précis, clairement circonscrit, portant sur l'usage de certains moyens logistiques et géographiques. Du côté iranien, la réaction officielle a été immédiate. Des responsables politiques et des conseillers de haut niveau ont rappelé que toute attaque serait considérée comme un acte de guerre majeur. Ils ont averti qu'une réponse suivrait toute action militaire, quelle qu'en soit l'ampleur, et que cette réponse viserait non seulement l'attaquant direct, mais également les acteurs perçus comme facilitateurs. Il est important de noter que, dans cette phase, aucune opération militaire n'a été annoncée ni confirmée. Aucun déploiement n'a été officiellement présenté comme une préparation immédiate à une frappe. Les déclarations restent, à ce stade, des prises de position politiques et diplomatiques formulées dans un contexte de tension accrue. Cependant, un élément distingue cette séquence de nombreuses précédentes. Les refus exprimés par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis n'ont pas été communiqués par des fuites anonymes ou des canaux indirects. Ils ont été assumés publiquement avec une clarté inhabituelle dans ce type de situation. À ce niveau d'analyse, les faits sont donc les suivants: des menaces évoquées, des refus clairement formulés, des avertissements de représailles. Pris séparément, ces éléments ne sont pas inédits. Ensemble, et dans ce timing précis, ils constituent néanmoins une séquence que de nombreux observateurs internationaux suivent avec attention. Car derrière ces annonces officielles, une question commence déjà à émerger. Une question qui ne concerne pas seulement ce qui a été dit, mais la manière dont cela a été dit. Et c'est précisément à ce niveau que certains détails, moins visibles au premier regard, commencent à prendre une importance particulière.
À première vue, le refus exprimé par certains États de la région peut sembler limité. Il ne s'agit pas d'une rupture d'alliance. Il n'y a pas de condamnation formelle. Aucun communiqué ne parle de désaccord stratégique global. Et pourtant, un détail mérite une attention particulière. Ce refus n'a pas été formulé en privé. Dans la plupart des crises précédentes, ce type de décision passait par des canaux discrets. Les partenaires discutaient en coulisses, ajustaient leur coopération sans l'exposer publiquement, laissant aux diplomates le soin de préserver les apparences. Le silence était une forme de gestion du risque. Cette fois, la méthode est différente. Les déclarations ont été assumées, claires et rendues publiques dans un délai très court. Elles n'ont pas été accompagnées de langage atténué ou de formulations ambiguës. Le message était précis. Certaines infrastructures, certains espaces, certains accès ne seraient pas disponibles. Ce changement de forme est aussi important que le fond. Il suggère que le signal ne s'adresse pas uniquement à Washington. Il s'adresse aussi à d'autres capitales, à d'autres acteurs régionaux et peut-être aux opinions publiques nationales. En rendant cette position visible, les États concernés indiquent qu'ils souhaitent être perçus comme prenant leur distance par rapport à une escalade potentielle. Un second élément, tout aussi révélateur, concerne le périmètre du refus. Il ne s'agit pas seulement d'une question de survol aérien. Il est aussi question de territoire, de base, de facilitation logistique. Autrement dit, ce qui est fermé n'est pas symbolique. Ce sont des éléments concrets, indispensables à toute opération militaire moderne. Sans ces corridors, sans ces relais, une action devient plus complexe, plus coûteuse et plus risquée, même pour une puissance disposant de capacités importantes. Enfin, il y a un troisième aspect souvent négligé. Ces déclarations interviennent à un moment où plusieurs pays de la région ont engagé des démarches visant à réduire les tensions directes, à sécuriser leurs économies et à éviter d'être entraînés dans des conflits qui ne serviraient pas leurs intérêts immédiats. Dans ce contexte, rendre public un refus n'est pas seulement un geste défensif, c'est un acte de positionnement. Il ne dit pas « nous changeons de camp », il dit « nous redéfinissons nos limites ». Et dans les relations internationales, la redéfinition des limites est souvent le signe que quelque chose de plus profond est en train d'évoluer. Non pas dans les discours officiels, mais dans la manière dont les acteurs anticipent l'avenir. Ce détail, en apparence technique, transforme donc la séquence actuelle. Il ne s'agit plus seulement d'une confrontation verbale, il s'agit d'une modification discrète mais visible des règles d'engagement implicites. Et lorsque ces règles commencent à changer, l'événement ponctuel laisse place à une dynamique plus large, une dynamique qui dépasse le cadre immédiat de la crise. C'est à ce moment précis que l'analyse ne peut plus se limiter aux déclarations du jour. Elle doit s'élargir au système dans lequel ces décisions prennent sens. Pour mesurer la portée réelle de ce qui se déroule, il faut quitter l'événement immédiat et observer le cadre plus large dans lequel il s'inscrit. Les décisions récentes ne surgissent pas dans le vide. Elles s'alignent avec des tendances plus profondes qui traversent le système international depuis plusieurs années. Historiquement, l'architecture de sécurité au Moyen-Orient a reposé sur un principe central. Les États-Unis assuraient une forme de garantie stratégique et en retour, leurs partenaires régionaux offraient un accès, une coopération logistique et une coordination politique. Cet échange implicite a structuré de nombreuses crises passées, même lorsque les relations n'étaient pas parfaitement harmonieuses. Ce modèle a longtemps fonctionné parce qu'il reposait sur une perception partagée, la prévisibilité. Les alliés pouvaient ne pas approuver toutes les décisions, mais ils pouvaient en anticiper la logique. Cette prévisibilité réduisait le risque d'être entraîné malgré soi dans une escalade incontrôlée. Or, ce socle semble aujourd'hui moins solide. Depuis plusieurs années, on observe une évolution progressive des comportements étatiques. De plus en plus de pays cherchent à réduire leur dépendance à un seul pôle de puissance, non pas par hostilité déclarée, mais par prudence stratégique. Cette logique s'exprime par la diversification des partenariats, par des canaux diplomatiques parallèles et par une volonté accrue de contrôler les coûts d'une confrontation indirecte. Dans ce contexte, le refus d'ouvrir certains corridors n'est pas un acte isolé. Il s'inscrit dans un schéma déjà observé ailleurs. Lorsque le risque perçu dépasse le bénéfice attendu, les États intermédiaires tendent à se repositionner. Ils ne rompent pas les alliances.
Ils les redéfinissent. Il existe également un précédent important dans la manière dont les crises récentes ont été gérées. Dans plusieurs situations antérieures, des puissances régionales ont choisi de limiter leur exposition en évitant toute implication visible, même lorsque les pressions étaient très fortes. Cette stratégie vise à préserver une marge de manœuvre future, quelle que soit l'issue du conflit. Un autre élément structurel mérite attention. Le coût des conflits modernes ne se limite plus au champ militaire. Les impacts économiques, énergétiques et financiers sont désormais immédiats et globaux. Les perturbations se propagent rapidement, affectant les chaînes d'approvisionnement, les marchés et la stabilité intérieure. Cette réalité renforce l'incitation à la retenue, en particulier pour des États fortement intégrés à l'économie mondiale. Ainsi, ce que l'on observe aujourd'hui peut être interprété comme une adaptation du système. Les acteurs ne contestent pas frontalement l'ordre existant. Ils ajustent leur comportement pour réduire leur vulnérabilité dans un environnement qu'ils perçoivent comme plus incertain. Dans ce cadre, la fermeture de certains accès prend une signification différente. Elle n'est plus seulement une réponse à une crise spécifique. Elle devient un signal d'ajustement structurel, un indicateur que les règles tacites de coopération ne sont plus automatiquement activées en période de tension. Ce type d'évolution ne produit pas de rupture brutale. Il opère par accumulation. Chaque décision prise isolément peut sembler pragmatique, mais mise bout à bout, elle dessine un changement de dynamique. Et lorsque la dynamique change, les conséquences ne se manifestent pas immédiatement sur le terrain militaire. Elles apparaissent d'abord dans les calculs, dans les hésitations et dans la manière dont les acteurs anticipent les réactions des autres. C'est à ce niveau que la séquence actuelle dépasse le simple cadre régional. Elle devient un révélateur des ajustements silencieux en cours dans l'équilibre des pouvoirs. Ces ajustements, bien que discrets, ont des répercussions concrètes, non seulement pour les États directement impliqués, mais aussi pour un environnement mondial déjà sensible à l'incertitude. C'est précisément ce lien entre les choix stratégiques et leurs effets indirects qui mérite maintenant d'être examiné. Lorsque les équilibres stratégiques se déplacent, les effets ne se limitent pas au cercle diplomatique ou militaire. Ils finissent, tôt ou tard, par se diffuser dans des sphères beaucoup plus concrètes. Pas sous forme de choc immédiat, mais par une série d'ajustements progressifs qui modifient l'environnement dans lequel les sociétés évoluent. Le premier de ces effets concerne l'économie. Les périodes de tension prolongées, même sans conflit ouvert, influencent les anticipations. Les marchés réagissent moins aux déclarations qu'à l'incertitude qu'elles génèrent. Lorsque les routes potentielles d'escalade deviennent floues, les acteurs économiques tendent à intégrer une prime de risque supplémentaire. Cela se traduit par une volatilité accrue, des décisions d'investissement plus prudentes et une sensibilité plus forte aux signaux géopolitiques. Dans le domaine énergétique, cette dynamique est particulièrement visible. Le Moyen-Orient reste une région clé pour les flux mondiaux. Toute perception de fragilisation, même indirecte, peut entraîner des ajustements préventifs. Les opérateurs cherchent à sécuriser leurs approvisionnements, les États renforcent leurs réserves et les prix peuvent réagir avant même qu'un événement concret ne se produise. La sécurité constitue un autre champ d'impact. Lorsqu'une confrontation potentielle devient plus difficile à contenir géographiquement, les dispositifs de vigilance sont renforcés. Cela concerne non seulement les zones directement exposées, mais aussi les espaces considérés comme périphériques. Les autorités ajustent leurs priorités, multiplient les scénarios et consacrent davantage de ressources à la prévention plutôt qu'à la réaction. Ces ajustements ont également une dimension psychologique. Les sociétés contemporaines sont fortement connectées à l'actualité internationale. Les signaux de tension répétés, même abstraits, contribuent à un climat d'inquiétude diffuse. Il ne s'agit pas nécessairement de peur immédiate, mais d'un sentiment d'instabilité qui influence les comportements, la confiance et la perception de l'avenir. Dans ce contexte, les décisions prises loin des regards ont un effet cumulatif. Chaque refus, chaque repositionnement stratégique alimente une impression que les repères traditionnels sont moins fiables qu'auparavant.
Cette impression ne provoque pas de rupture brutale, mais elle érode progressivement le sentiment de continuité. Il est important de souligner que ces effets restent indirects. Ils ne signifient pas que le quotidien change du jour au lendemain. Ils indiquent plutôt que le cadre dans lequel les décisions individuelles et collectives sont prises devient plus incertain. Or, l'incertitude est souvent le facteur le plus déstabilisant, car elle rend plus difficile toute projection à moyen terme. Ainsi, ce qui se joue actuellement dépasse largement une question de corridor aérien ou de posture militaire. Cela touche à la manière dont les sociétés perçoivent la stabilité du système international et à la confiance qu'elles accordent à sa capacité à absorber les crises sans dérapage majeur. Ces impacts restent pour l'instant diffus, parfois imperceptibles, mais ils forment le contexte dans lequel les choix futurs seront évalués. Et c'est précisément pour cette raison que l'évolution de la situation mérite une attention soutenue, au-delà des titres et des annonces immédiates. Car les effets les plus durables ne sont pas toujours ceux qui font la une. Ils sont souvent ceux qui modifient silencieusement les conditions de fond. À ce stade, l'évolution de la situation ne suit pas une ligne unique. Plusieurs trajectoires restent ouvertes et chacune dépend d'un ensemble de décisions, de réactions et d'ajustements qui ne sont pas encore visibles publiquement. Toutefois, deux scénarios principaux permettent d'encadrer les développements possibles, sans prétendre à l'exhaustivité. Dans un premier scénario, la dynamique actuelle se poursuit sans inflexion majeure. Les déclarations de fermeté se maintiennent, les positions restent figées et les refus logistiques demeurent en place. Dans ce cadre, une action militaire reste évoquée comme une option, mais elle se heurte à des contraintes croissantes. L'absence de certains corridors traditionnels complique la planification, augmente les risques et réduit la marge d'erreur. Une telle configuration ne signifie pas nécessairement une confrontation immédiate. Elle peut aussi conduire à une phase prolongée de tensions latentes, marquée par des démonstrations de force, des messages dissuasifs et une surveillance accrue. Le risque principal, dans ce scénario, réside dans l'accumulation. Plus la situation dure, plus la probabilité d'un incident non maîtrisé augmente, qu'il soit intentionnel ou accidentel. Dans ce contexte, chaque acteur ajuste ses calculs. Les partenaires régionaux cherchent à limiter leur exposition. Les adversaires renforcent leur posture défensive. Et les canaux de communication, bien que toujours présents, deviennent plus fragiles. La crise ne se résout pas, mais elle s'installe, avec un coût croissant pour l'ensemble du système. Le second scénario repose sur une inflexion progressive. Sans annonce spectaculaire, certaines positions pourraient évoluer. Des échanges indirects, déjà existants à bas bruit, gagneraient en importance. Les déclarations publiques deviendraient plus mesurées, laissant davantage de place à des arrangements temporaires ou à des mécanismes de désescalade. Dans cette hypothèse, le refus initial de certains accès ne disparaît pas nécessairement, mais il cesse d'être un facteur de blocage immédiat. Il devient un élément parmi d'autres dans une négociation plus large où chaque partie cherche à préserver ses intérêts tout en évitant une confrontation ouverte. Ce scénario n'implique pas un retour à une stabilité totale. Il suggère plutôt une gestion prudente de la tension, où les acteurs reconnaissent implicitement les limites de l'escalade. La pression demeure, mais elle est canalisée. Le conflit potentiel reste contenu, au moins temporairement. Il est important de noter que ces deux trajectoires ne s'excluent pas mutuellement de manière absolue. Des éléments de l'une peuvent coexister avec des aspects de l'autre. La situation peut osciller, se figer par moments, puis évoluer à nouveau sous l'effet d'événements imprévus. Dans les deux cas, un point commun subsiste. Les choix effectués aujourd'hui auront des répercussions durables sur la perception de la fiabilité, de la crédibilité et des limites de l'action stratégique. Même en l'absence de confrontation directe, ces perceptions influencent déjà les comportements. C'est précisément cette zone d'incertitude qui rend l'analyse délicate. Rien n'est encore scellé, mais tout indique que la période actuelle constitue une phase de transition où les décisions prises ou évitées pèseront bien au-delà de l'événement immédiat. En revenant au point de départ, une chose apparaît plus clairement.
Avant même qu'une confrontation ne prenne forme, ce sont les conditions de possibilité de cette confrontation qui se transforment. Il ne s'agit pas encore d'une rupture déclarée. Il ne s'agit pas non plus d'un nouvel ordre établi. C'est une phase intermédiaire, faite de signaux discrets, de limites redessinées et de décisions prises avec une attention particulière portée au coût de l'irréversibilité. La fermeture de certains accès, l'affirmation publique de certaines lignes à ne pas franchir et la prudence affichée par des acteurs traditionnellement centraux indiquent que le système est en train de s'ajuster. Non pas sous la pression d'un événement unique, mais sous l'effet d'une accumulation de risques perçus. Ce qui reste incertain, ce n'est pas seulement l'issue immédiate de la crise, c'est la manière dont ces ajustements seront intégrés dans les réflexes futurs. Seront-ils temporaires, liés à une séquence précise, ou marqueront-ils une évolution plus durable des comportements stratégiques? À ce stade, plusieurs éléments demeurent ouverts. La capacité des canaux diplomatiques à contenir la tension, la volonté réelle des acteurs d'assumer une escalade aux conséquences imprévisibles et surtout la manière dont la confiance ou son absence continuera de façonner les décisions à venir. Ce qui se joue ici n'est pas uniquement une question de puissance ou de démonstration de force. C'est une question de crédibilité, de lisibilité et de limites acceptées. Le monde n'a pas basculé, mais il semble observer, mesurer et ajuster, avec une attention accrue à ce qui pourrait se produire si certaines portes restaient durablement fermées. Dans ce contexte, la situation ne peut être considérée comme figée. Elle appelle une observation continue, sans précipitation, sans dramatisation, mais avec la conscience que les transformations les plus significatives sont souvent celles qui avancent sans bruit. La question posée au début demeure donc entière. Non pas seulement ce qui pourrait arriver ensuite, mais ce que ces signaux révèlent déjà de la direction prise par l'équilibre international. Si vous appréciez les analyses calmes et approfondies de l'actualité internationale, vous pouvez soutenir le travail de French Global Affairs en vous abonnant à la chaîne. Cela permet simplement à ce travail d'analyse de se poursuivre dans le temps au fil des évolutions, sans urgence ni sensationnalisme.